C'est un peu comme une maladie ou un accident, quelque chose. On ne prévoit pas, on ne sait pas. Puis, d'une journée à l'autre. Hein. Une fois là-bas, au tout début, la première année, il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de mortalité par la dysenterie, tout ça. Et puis, éventuellement, les Japonais ont envoyé une première corvée de prisonniers canadiens au Japon. Et puis, vous allez bien là, puis t'as pire là. Bienvenue à la série de balados État de service, présentée par le Projet Mémoire, un programme de Historica Canada. Ici votre animatrice, Stéphanie Zidel. Dans cette série, nous vous présenterons des entrevues avec des vétérans canadiens. Ils vous raconteront le récit de leur vie, de leurs pertes et leur service militaire. Cette série nous permettra d'explorer différents extraits issus de témoignages du Projet Mémoire de manière non chronologique. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la survie. Tout d'abord, un avertissement si vous écoutez avec de jeunes enfants. Certaines histoires pourraient ne pas convenir à un jeune public. Lors du dernier épisode, nous avons entendu les histoires de 2 vétérans canadiens qui ont été capturés en France et en Allemagne lors de leur mission. Cet épisode, nous tournerons notre attention sur les conditions vécues dans les camps de travail. Jean-Paul Dallain s'est enrôlé dans l'armée en 1940 lorsqu'il avait 18 ans. Il venait de New Carlisle, Québec. Il a fait son entraînement de base à Valcartier et à Terre-Neuve afin de devenir carabinier pour les Royal Rifles of Canada de Québec. Le 27 octobre 1941, son régiment s'est envolé pour Hong Kong, qui était toujours une colonie britannique. Hong Kong fut le théâtre de la première bataille terrestre à laquelle les troupes canadiennes ont pris part et qui débuta 8 heures après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Du 8 au 25 décembre 1941, près de 2000 soldats de Winnipeg et de Québec se sont battus contre une évasion de forces japonaises. Les troupes alliées n'ont eu autre choix que de capituler le jour de Noël. De leur côté, les soldats canadiens avaient continué à se défendre, mais ceux qui ont survécu à la bataille ont rapidement été capturés et emprisonnés à Hong Kong et au Japon jusqu'à la fin de la guerre. M. Dallain fut l'un de ces soldats. Il a été transporté au camp d'internement à Niigata, au Japon. Ça dépend des camps. Au Japon, il y avait plusieurs camps de Canadiens où les Canadiens étaient logés. Et puis, on dit souvent dans les écrits, là, depuis, Niigata, c'était peut-être le pire pour la mortalité et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que les autres camps étaient des pique-niques non plus, là. Au cours des 4 années qui ont suivi, des centaines de prisonniers de guerre canadiens sont morts en raison des conditions inhumaines qui sévissaient dans ces camps. En Europe, les conditions étaient tout aussi pitoyables. C'était pas drôle, on mangeait pas beaucoup. Jacques Cinq-Mars, né à Ville-Marie, s'est engagé dans l'armée en 1940. Il a lui aussi été capturé lors du raid de Dieppe en août 1942. Lors du raid, 26 de ses camarades étaient présents dans son bateau et 24 entre eux sont morts lors de cette opération catastrophique. Monsieur Cinq-Mars s'est retrouvé au fameux camp Stalag 8B en Pologne. On travaillait dans le bois, il fallait faire une corde et demie de bois cordée par homme par jour, autrement on ne rendrait pas. Ça ne servait à rien de s'échapper. Quand tu n'étais pas capable, puis tu n'as pas de connexion, puis tu ne connais pas personne, les aviateurs, il y avait des gens qui s'occupaient d'eux autres, puis qui les ramenaient en Angleterre. Mais nous autres, l'infanterie, il n'y a pas grand monde qui s'occupait de nous autres. Les conditions de travail dans les camps étaient dangereuses et difficilement supportables. Écoutons ce qu'Armand Desmonts, un autre vétéran capturé lors du raid de Dieppe, a dû endurer au cours de sa détention. Oui, 32 mois en Pologne et 14 mois avec les menottes dans les mains. De 8 heures du matin à 6 heures le soir. Nous avons travaillé dans le bois, si vous avez vu les photos, et puis durant l'été, durant la récolte, on commençait à travailler à 6 heures du matin à 6 heures le soir, par rapport que M. Elmer avait dit, tout prisonnier refuse de travailler sera fusillé.
Alors, on travaillait 12 heures par jour, puis ça durant la récolte du grain. Et l'automne, dans les patates, ben, on commençait un peu plus tard. On travaillait 6 jours par semaine. Entre prisonniers, nous autres, les relations étaient très bonnes. Entre nous autres, les gars, c'était tout comme des frères. Personne ne voulait essayer de tuer l'autre. Ce Montréalais avait 23 ans lorsqu'il a été capturé. Dans notre archive, vous pouvez voir des photos de M. Aymon travaillant dans les champs en Pologne. Or, comme M. Aymon a raconté, il y a eu aussi des moments de bonté humaine dans les camps. Ceux-ci transparaissaient aussi dans le témoignage de Jean-Paul Dufour. M. Dufour a été capturé à Caen, en France, après le débarquement du jour J. Le jour J a eu lieu le 6 juin 1944, lors de la bataille de Normandie, qui a mené à l'encerclement de l'armée allemande et à l'éventuelle traversée du Rhin. Le témoignage de M. Dufour démontre l'importance des moments de compassion dans la survie des prisonniers. On a fait 3 des stalags. Puis là, ils nous ont encore mis en rang. Puis ils nous ont choisi du monde pour aller travailler dans ces fermes, ces chemins de fer pour arranger les tracts, puis dans les mines. Ça fait qu'on a été choisi pour aller dans les mines. Et quand on a passé aux tables, là, ils vidaient nos poches, voir ce qu'on avait. Moi, j'avais un scapulaire avec des médailles, un morceau de camphre puis un chapelet. Puis quand il est passé, j'ai mis ça sur la table. Le chapelet, il y en a un qui l'a tiré à terre. Puis j'ai ramassé mes 2 médailles pour décoller, puis le camphre. Puis peut-être 20 minutes après, j'avais un man en arrière du dos, on attendait. Puis un Allemand qui est venu me donner mon chapelet par en arrière, dans sa paresse. C'est pas tout du monde méchant qui reste là non plus, eux autres. Et il y avait des gros arbres de poire. Puis le monsieur, il nous laissait aller s'en ramasser. Il était vert, il était dur. Puis il fallait manger, ça fait qu'on mangeait ça. On était pas malade, tu sais. Ça rentrait. Et une journée, il a passé un char d'Allemand avec des officiers, là. Le monsieur s'était fait chialer, manuscrit. Ça fait que le lendemain, là, il avait laissé faire, puis sur le lendemain, il nous a encore envoyé dans les arbres. On montait dans l'arbre pour arracher des fruits, pour les manger. Émile Thibault, un fantassin albertain, a été blessé et capturé aux Pays-Bas lors de la campagne du nord-ouest de l'Europe en 1944. Il s'est retrouvé au Stalag 11 en Allemagne, près de la ville de Bremen. Un extrait de son témoignage. Dans le camp, la manière dont on a survécu ou la manière dont on vivait, on s'arrangeait avec un gars qui s'appelait un mucker. Je ne sais pas d'où ça vient, ça venait des Anglais, je suppose, un mucker. Et on faisait attention l'un à l'autre. Quand on recevait un colis de la Croix-Rouge, à ce moment-là, on était censé recevoir un colis de la Croix-Rouge par semaine, mais on n'en avait qu'un pour 2. Alors, on recevait le colis de la Croix-Rouge, ce qui nous a vraiment sauvé la vie, parce qu'on n'était pas très bien nourris. Mais avant de nous les donner, le garde allemand avait un pic à glace. Il vous faisait ouvrir le colis et il perçait chacune des boîtes de conserve pour vous empêcher de les mettre de côté pour vous enfuir avec. Vous deviez les manger et si c'était de la viande, par exemple, vous n'aviez qu'une certaine période de temps pour la manger. Les gardes allemands ne voulaient pas qu'ils gardent la nourriture pour une future tentative d'évasion. Ils ont passé 2 mois relativement tranquilles dans le camp, puis des surveillants des travaux forcés sont arrivés pour rassembler tous les prisonniers canadiens. Il y avait environ 10 000 personnes dans ce camp, entre les Américains et les Britanniques et nous-mêmes. Ils nous ont appelés nous et ils nous ont envoyés dans un camp plus petit, situé au sud-ouest de cet endroit. En tout cas, c'était un petit camp. Il était tout près d'une mine de sel. Et ils nous emmenaient le matin, on faisait 3 kilomètres à pied, ils nous faisaient descendre dans la mine de sel à 650 mètres de profondeur environ. Il y avait des grandes salles qu'ils faisaient exploser pendant la nuit. On devait s'occuper de charger les wagonnets et ils faisaient sortir le sel.
M. Thibault a travaillé dans cette mine avec des prisonniers politiques allemands jusqu'à sa libération en avril 1945. Revenons brièvement au témoignage de Jean-Paul Dallain, qui nous raconte la situation dans un camp japonais vers la fin de la guerre. Même à Niigata, où j'étais, on était divisés un petit peu en 3 groupes. Moi-même, j'étais dans une acierie, là, une fonderie d'acier. Là. D'autres travaillaient sur les quais à manigancer du charbon, tout ça. Puis d'autres étaient dans les mines. Donc, c'était comme, disons, 3 groupes qui allaient au travail. Là. Une bonne journée, ils nous ont dit le matin, « Vous n'allez pas au travail aujourd'hui. » Oh, on savait que la fin s'en venait, mais on ne savait pas comment, naturellement. Et puis on s'attendait à ce que s'il y aurait une invasion de l'île, que les Japonais, ils avaient trop maltraité, qu'ils étaient pour nous finir, toute la gang, tu sais. Il n'y avait personne pour parler. On s'attendait à ça. Et puis, dans ce temps-là ou après, ils ont trouvé des écrits où on disait absolument exterminer les camps, tu sais. Alors, on s'attendait un peu à ça, mais pas grand-chose qu'on pouvait faire. Peut-être évader, c'est bien beau de se sauver, mais où tu vas, là? Un homme blanc, c'est dans ce pays-là, oui. Bien, ils vont te spotter à 1 mille de loin, tu sais. À la lumière des témoignages entendus, nous comprenons que l'évasion était rarement une option pour les prisonniers. Souvent, cela ne valait pas la peine d'essayer. Beaucoup de prisonniers ont dû endurer d'insupportables conditions et un manque constant de nourriture durant des mois, voire des années. Ils ont survécu grâce aux moments de compassion et à la camaraderie. Dans le prochain épisode, nous prêterons l'oreille à des histoires parallèles à celles que nous avons entendues aujourd'hui. Nous aborderons les histoires de soldats qui ont essayé de s'échapper de la Gestapo ou de s'évader des camps. Le projet Mémoire est un programme de Historica Canada, composé d'un bureau d'orateurs et d'une archive en ligne. Nous mettons les vétérans canadiens et les membres actifs des Forces armées canadiennes en communication avec les écoles et les groupes communautaires d'un océan à l'autre. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Historica Canada est un organisme qui offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. Visitez leprojetmémoire.com afin de parcourir nos entrevues archivées ou pour organiser la visite gratuite d'un orateur dans votre salle de classe ou lors d'un événement communautaire. Si vous êtes un vétéran ou un membre actif des Forces armées canadiennes, communiquez avec nous afin de découvrir comment vous pourriez devenir un orateur. Avez-vous aimé cet épisode? Jetez un œil sur l'exposition au sujet de la bataille de Hong Kong sur le site de l'Encyclopédie canadienne. Tout texte supplémentaire provient de notre programme apparenté, l'Encyclopédie canadienne. Accédez aux articles sur les prisonniers de guerre et la Deuxième Guerre mondiale sur leur site. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au @Historica Canada. À la prochaine. Dans l'épisode suivant. Et puis, j'ai tenté les 3 évasions. Les 2 premières n'ont pas marché. La dernière, ça a été en janvier 1945. Les Russes sont passés par l'endroit où on était. Et puis, on s'est caché. Et puis, quand les Russes sont arrivés, on a sorti.